Dans les confins d'Ultima Segmentum, sous les couloirs bleus de Macrage, il y a des portes qui ne sont pas scellées par une clé, mais par le silence. Les ultramarines sont les parangons de l'ordre, les gardiens de l'héritage. Ils suivent donc le chemin de l'empereur avec fierté, sans jamais faiblir, sans jamais oublier. Et pourtant, il y a des chambres où même eux ne pénètrent plus. Des voûtes sous la forteresse d'Héra, enterrées avant l'hérésie, intactes même lors de la résurrection de Guilliman. Les archives sont incomplètes. Les quelques déploiements répertoriés dans la chambre forte Primaris 914 se terminent par un texte chiffré. Pas de nom, pas de retour. On dit que Guilliman lui-même a interdit la poursuite de la descente, citant une seule raison: ne pas réveiller ce qui se souvient. Il ne s'agit pas d'une histoire de guerre. Il ne s'agit pas d'un récit de victoire ou de défaite. C'est l'écho d'une chose en cage, d'un silence qui s'épaissit, d'une voûte où même l'Adeptus Astartes marche avec légèreté. Une escouade a été envoyée, seule. Ils ne sont pas revenus. Un seul fichier Vox a été trouvé, enfoui dans les journaux du cogitateur d'un serviteur situé 3 ponts plus haut. Son origine n'est pas vérifiée, son contenu préservé. Nous commençons par là. Il a dit son nom une fois. Il avait été enregistré dans les 10 premières secondes du Voxlog, déformé par des parasites, à peine audible à travers le grain. La signature Vox des Astartes est confirmée, bien que floue au point de ne pas pouvoir être vérifiée par la police scientifique. La voix était fatiguée, ce qui était faux. Les ultramarines ne se fatiguent pas. Ils endurent. Ils ne bégayent pas. Ils récitent. Mais dans ce journal, la voix se brise une fois. Pas dans la douleur, dans l'hésitation. Le journal se poursuit pendant 19 minutes. Les descriptions se déplacent, les dates se tournent en boucle. L'orateur se trompe 2 fois de numéro d'escouade. À la 7e minute, il se réfère à lui-même à la 3e personne. À la 14e minute, la voix est rejointe par une autre, identique, mais décalée de 2 secondes. Aucune indication de contact externe. À la minute 17, une phrase se répète. Nous n'étions pas censés venir ici. Guilliman a dit « Le Vox s'arrête à mi-mot ». Le son final n'est pas un cri. C'est le bruit de la respiration de l'armure. Le journal a été scellé dans le cortex d'un serviteur, découvert en train d'errer 3 étages au-dessus du Volt 914. Le serviteur n'a pas de jambes. Il s'y était rendu de toute façon. Je n'ai pas été convoqué. Il est arrivé sous la forme d'un codex commande scellé, recouvert de 12 glyphes de chiffrement, chacun portant le sigle d'Ultramar. La cire de pureté était craquelée, pas par la main, par le temps. Comme si le sceau avait attendu plus longtemps que chacun d'entre nous n'existait. Nous avons été appelés dans les flèches inférieures de la forteresse d'Héra, sous les anneaux de la voûte, là où même les scribes du chapitre ne s'aventurent pas sans y être invités. Le couloir qui y mène est inutilisé. Pas abandonné, pas interdit, juste oublié. Le sergent Caedis lit l'ordre 2 fois. Une fois à haute voix, une fois en silence. Puis il a hoché la tête, pas en signe d'acceptation, en signe de reconnaissance. Nous étions 7. Un nombre impair, mais personne ne s'est posé la question. Le commandement ne portait pas de bannière, pas d'auteur. Il commençait par des coordonnées et se terminait par le silence. Pas un seul mot d'honneur. Aucune référence à la voix de Guilliman ou à la volonté du codex Astartes. Juste la latitude, l'altitude et le nom d'une voûte que la plupart des gens n'avaient pas entendu prononcer depuis des siècles. Chambre forte, 914, Primaris. Aucun d'entre nous ne savait ce qu'il contenait. La forteresse indique qu'elle est scellée depuis l'hérésie. Certains archivistes affirment qu'il était déjà fermé avant cela, à l'époque où Guilliman marchait dans ses couloirs comme un fils plutôt que comme un symbole. Frère Tessis, notre lexicanum,
a été le seul à tressaillir lorsque la désignation de la chambre forte a été prononcée. Il a dit que cela lui rappelait un rêve. Mais il n'a pas pu dire lequel. Nous avons suivi Caedis en silence. Il n'y a pas eu de litanie avant la descente. Pas de bénédiction avant la bataille. Pas d'hymne de guerre. C'était la première rupture dans le schéma. Cela me troubla plus que la convocation de la chambre forte. Même lorsque nous purgeons des nids de Xénos ou que nous descendons dans des catacombes détruites par la distorsion, nous récitons. Nous nous annonçons à l'empereur et à l'obscurité. Cette fois, il n'y avait rien. L'ascenseur d'entrée était encore en état de marche, mais il n'était pas éclairé. Les runes sur les murs de l'ascenseur étaient décolorées, mais pas endommagées. Retenues. Comme si le métal lui-même refusait de se souvenir de ce qui y avait été gravé. Nous sommes descendus pendant 7 minutes. Plus long que ce que les schémas de la forteresse devraient permettre. L'air se réchauffe. Pas l'inconfort de la chaleur, mais le sentiment de proximité, d'être pressé doucement entre les pensées. Les bouches d'aération de nos armures fonctionnaient normalement, mais le bourdonnement résonnait étrangement dans nos casques. Pas de perturbation vox, pas de saignement externe, juste un bourdonnement. Lorsque nous avons atteint la plateforme du terminus, la voûte se dressait devant nous, plus grande que la salle ne le permettait. La géométrie était erronée, pas par l'angle, par implication. La porte portait le symbole d'ultramar, à moitié effacé par l'oxydation. En dessous, un autre sigil qui n'est plus utilisé. La variante pré-codex, avant les réformes de Guilliman. Un glyphe datant de l'époque où ces ordres étaient des questions et non des lois. Tessis s'avança, la main levée en signe d'augure silencieux. Ses doigts tressaillirent légèrement. Pas à cause des nerfs, de la résistance. L'air s'est plié près du seuil, comme la chaleur sur la plaque d'un réacteur. Pas de garde, dit-il enfin. Pas de barrière psychique, juste, tranquille. Caedis en donne l'ordre. Nous nous sommes approchés en formation. Il n'y avait pas de panneau d'accès, pas de terminal, pas de serrure. La porte de la chambre forte s'est ouverte au moment où nous l'avons atteinte. Pas de son. Un simple mouvement, comme s'il nous attendait. À l'intérieur, la lumière a changé. Ce n'était pas sombre, ce n'était pas lumineux, c'était correct. Le genre de lumière que l'on trouve dans les vieilles églises. Pas en lumens, de la mémoire. Une lueur teintée qui implique la révérence sans qu'il soit nécessaire d'en trouver la source. Frère Agris, notre dévastateur, a alors pris la parole. Il a posé une question que je n'ai pas comprise. C'était en haut gothique, mais la formulation n'était pas correcte. Caedis se tourne vers lui. Répète ça. Agris a cligné des yeux. Je n'ai rien dit, mais je l'ai entendu. Tessis aussi. Et quand j'ai regardé où se tenait Agris, j'ai vu l'empreinte de son armure dans la poussière. Il n'aurait pas dû y avoir de poussière. La chambre forte a été scellée. Nous sommes entrés. Les murs sont ornés de fresques, dont les images changent en fonction de la personne qui s'en approche. Pour moi, ils ont montré la grande croisade. Mais il n'y avait pas de nom sous les figures, pas d'insigne, juste des formes, à moitié formées, à moitié fondues dans la pierre. Pour Tessis, ils ont montré une flotte à la dérive dans une tempête de cris. Il a dit que les murs pleuraient pour lui. L'antichambre intérieure portait un seul objet, un socle, et sur celui-ci, une barre. Outre-mer, bleu mais assombri, brûlures autour des yeux. L'optique gauche s'est fissurée, l'optique droite clignote encore. Nous avons formé un périmètre, protocole standard, mais la formation semblait performative, comme si nous étions les acteurs d'un scénario déjà lu par quelque chose d'autre. Caedis a attrapé le gouvernail. Tessis l'arrête. Il y a quelque chose de vivant ici. Pas de déformation, demande Caedis. Non, pire, connu.
La barre clignote à nouveau. Il a alors émis un son. Pas de discours. Souffle. L'armure ne respire pas. Tessissi activa son bâton et entama un chant. Ni un exorcisme, ni un bannissement. Il s'agissait simplement d'un rite d'ancrage, utilisé pour centrer ses pensées avant la bataille. Dès qu'il a parlé, la voûte a murmuré en retour. Même cadence, même rythme. Mais à partir des murs, j'ai vérifié les joints de mon casque. Ils sont tous verts. Les chuchotements se poursuivent net pendant 10 secondes. Puis, il s'est arrêté. Caïdis donne l'ordre de retraite. Nous n'avons pas bougé, pas par défi, par incertitude. Nous ne pouvions pas savoir si l'ordre avait déjà été donné, ou pas encore. La voûte est restée ouverte derrière nous. Aucun vent ne s'est levé. Aucun frisson soudain n'a marqué le seuil. Pourtant, aucun d'entre nous ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose avait suivi. Pas en mouvement, dans la conscience. Nous nous trouvions dans une chambre hexagonale de 15 mètres de diamètre. La lumière se déplaçait subtilement d'un moment à l'autre, sans vaciller, sans s'estomper, juste en s'ajustant, comme si elle s'alignait sur les yeux de chaque observateur. Tessis bougea le premier. Il posa sa main sur la paroi intérieure de la chambre forte, ses doigts effleurant à peine le métal. Un pouls lui répondit, pas mécanique, organique. Vivant, demanda Caïdis, la tête légèrement penchée. Tessis répond avec hésitation. Non, pas précisément. Derrière nous, la porte de la chambre forte a commencé à se fermer. Aucun d'entre nous n'y a touché. Aucun mécanisme n'était visible. Il n'y a pas de bruit de broyage. Le mouvement était lent, délibéré. Lorsque le seau a affleuré la pierre, un son s'est échappé des murs. Une simple expiration. Pas d'air, secours. Nous nous sommes déployés, nous avons balayé le modèle. Les optiques du gouvernail ont enregistré dans tous les spectres. Nos flux auspex sont restés nominaux. Pourtant, il y avait des déviations subtiles, une inclinaison gravitationnelle dans le fichier de Tessis, une distorsion auditive mineure dans le mien. Agri a signalé qu'il se sentait plus lourd. Caïdis ne fait aucun commentaire. Sa posture est restée parfaite. Il écoute. Le mur du fond de la chambre portait un escalier qui descendait dans l'ombre. Pas de l'ombre à proprement parler. Une ombre faite de suggestions, quelque chose de moins que le noir, plus que l'absence. Nous avons emménagé. 2 minutes plus tard, la température a changé. Elle n'a pas augmenté. Elle s'est souvenue de la chaleur. La cage d'escalier était plus longue que la descente ne le justifiait. Au bout de 97 marches, Tessis s'arrêta. Il n'y en avait que 40, a-t-il chuchoté. Nous avons vérifié nos registres, 97. Je me suis retourné pour confirmer les autres. Le haut de la cage d'escalier a disparu. Non caché, non dissimulé par une courbe ou un artifice de lumière, il ne l'a jamais été. Derrière nous, il n'y avait plus qu'un mur. Caïdis changea de position. Son pistolet d'abattage était bas, mais actif. « Restez sur le chemin », a-t-il dit. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Nous avons continué à descendre. La chambre suivante dans laquelle nous sommes entrés était circulaire. Des fresques en bordaient à nouveau les bords, mais elles n'étaient plus abstraites. Elles représentaient des ultramarines, des noms que nous reconnaissions, des campagnes que nous avions mémorisées dans notre jeunesse. Mais les séquences étaient erronées. Frère Jekon, détaché à la 5e compagnie, a été montré en train de mourir au combat contre les orques pendant la campagne de Damnos. Il a survécu à ce conflit. Nous avons combattu à ses côtés sur Talassar 2 ans plus tard. D'autres images ont suivi, des batailles qui n'avaient pas encore eu lieu, des visages que nous n'avions jamais vus, nos propres armures peintes dans des couleurs que nous n'avions jamais portées, et puis une fresque représente Caïdis. Il se tenait seul, le casque enlevé,
l'épée plantée dans la pierre. Au-dessus de lui, le sceau d'ultramar brûle. Sous lui, nos cadavres gisent en forme d'aquila. Caedis fit un pas en avant. Pas rapidement, pas en réaction. Il s'est simplement déplacé comme si c'était nécessaire. J'ai tendu la main pour l'arrêter. Il s'est retourné et, à ce moment-là, j'ai vu l'écran de son casque. Ce n'était pas notre chambre. Il montre des étoiles, vides, froids, et à la dérive parmi eux, une seule voûte, ouverte, attachée à rien. L'image a disparu. Caedis expire une fois. On ne nous montre pas de mensonges, a-t-il déclaré. On ne nous montre que le potentiel. Tessis reprend la parole, ou la mémoire. Comment la mémoire peut-elle montrer des choses qui n'ont jamais été ? Demanda Gris. Tessis incline la tête. Tu oublies que la distorsion ne ment pas. La distorsion ne ment pas. Elle reflète. Nous nous mentons à nous-mêmes. Personne n'a répondu à cette question. Nous avons continué. Au-delà de la chambre circulaire s'étendait un couloir d'alcôve en miroir. Pas de verre, juste de l'acier poli. Dans un premier temps, ils ont reflété nos mouvements comme prévu. Mais l'un d'entre eux ne l'a pas fait. Agri a passé une colonne. Son reflet est resté en arrière. Caedis se retourna instantanément, le pistolet d'abattage levé. Le reflet nous regarde. Ses yeux n'étaient pas corrects. Pas de lentilles, juste des creux pâles et encastrés. Son armure portait le sigle du 13e, mais mâle. Tordu. Non pas corrompu par le chaos, mais atténué par le temps. Comme si la pureté avait été usée, grattée par l'oubli. Agri a fait un pas en arrière. Le reflet n'a pas bougé. Il a levé lentement une main, puis il a pointé derrière lui, vers la chambre des fresques. Nous avons regardé. Il n'y en avait plus. Derrière nous, il n'y avait qu'une pierre voûtée, non marquée. Tessis activa son unité psychique. Le bourdonnement fut immédiat, bas et épais. Mais le reflet n'est plus visible. L'alcôve au miroir est vide. Le couloir s'incurve, trop loin, plus que la forteresse ne pouvait en contenir. J'ai murmuré une mise en garde. Il a résonné 3 fois, tous plus proches les uns que les autres. Caedis se tourne vers moi. « Vous avez parlé ?» Je l'ai fait. Alors qui a répondu ? Nous nous sommes arrêtés. Les enregistreurs de bar ont reproduit mon signal audio. Les échos n'étaient pas identiques. On avait un souffle avant le mot. Un autre a mal prononcé la phrase. Le 3e l'a répété avec des rires en filigrane. Un rire comme le métal qui glisse sur la pierre. Caedis rompt le protocole. Il enlève son casque. Son visage est calme, résolu. Il a murmuré quelque chose dans l'air. Le couloir a répondu. Devant lui, une porte apparaît. Aucune lumière ne l'encadre. Aucun sceau ne le retient. C'était tout simplement le cas. Caedis se tourne vers nous. Ce qui attend ici n'est pas inconnu, c'est oublié. Il marque une pause. À dessein. Nous sommes entrés dans l'embrasure de la porte. La chambre suivante n'a pas de plafond, seulement le ciel. Les étoiles sont restées immobiles, pas à la dérive, pas réelles. Étoiles peintes, des peintures murales d'une hauteur impossible à atteindre. Au centre de la pièce se trouve une colonne. Sa surface porte des noms, demi-finis. L'un d'eux brille faiblement. C'était Tessis, et à côté, un autre nom, Caedis. Le 3e nom n'était pas encore formé, mais la courbe de la première lettre était familière. Mine. Nous n'avons pas parlé des noms que nous avons vus. Aucun d'entre nous n'a cherché à s'expliquer. Le plafond au-dessus de nous s'étendait toujours dans ce faux ciel, ces étoiles murales n'étant ni en mouvement ni vivantes, juste là, peintes, fixes, et pourtant d'une certaine manière en train d'observer. Cela ressemblait moins à une décoration qu'à un œil qui se souviendrait de tout ce qu'il avait vu, patient mais impassible. Les noms sur le pilier avaient disparu,
mais je me souvenais de la lueur sous le nom de T6, la faible braise qui avait jailli avant de disparaître, et de la courbe partielle où le mien avait failli se former. C'était comme un avertissement enveloppé d'inévitabilité. J'ai essayé de me dire qu'il s'agissait d'un piège de la déformation de la voûte. Je me suis rappelé qu'aucune prophétie n'a de poids dans un endroit où le temps ne suit plus les règles ou la raison. La logique, après tout, n'avait aucun sens ici. Mais les rappels n'effaçaient pas les convictions. Alors que nous traversions la chambre suivante, tranquille et concentré, quelque chose s'est relâché en nous. Bien que notre formation soit restée intacte, elle semblait moins ancrée, comme si nous dérivions à l'intérieur de notre propre peau. Le couloir s'étendait devant nous, ses murs se courbant en doux échos d'une spirale. Des peintures murales défraîchies représentaient des batailles qu'aucun d'entre nous n'avait livrées. Et à chaque fois que nous passions, les scènes changeaient subtilement, comme si la mémoire elle-même redessinait l'histoire en fonction de ceux qui les regardaient. Agri s'est arrêté sur l'une de ces images. Des ultramarines tirant dans un couloir en ruine baigné par la lumière du crépuscule. Les soldats étaient accroupis, les boucliers levés. Un inquisiteur fou furieux plongeait d'en haut. Tout cela était trop familier, et pourtant impossible. Sous le dôme en ruine, une silhouette se détacha, le casque enlevé au milieu de la charge, le visage exposé. Le visage était le sien. La cicatrice au-dessus de sa plaque frontale, encore à vif dans ce souvenir peint. La précision de la racine des cheveux, la courbure de la mâchoire, c'était lui. Il tendit la main vers l'avant, touchant le cadre de pierre froide. La fresque réagit, non pas comme une machine qui change d'état, mais comme une idée qui se souvient d'elle-même. Le couloir se mit à scintiller faiblement. Les chars reculèrent. L'armure de l'inquisiteur rayonnait de scènes non peintes quelques instants plus tôt. Le couloir de cette image revivait, mais pas comme un souvenir, comme un moment présent devenu vieux. Agri recula en titubant. Il ne parla pas. Caïdis resta silencieux lui aussi, mais son hochement de tête contenait tout ce qu'il fallait. Personne n'osa prononcer le nom à haute voix. Tessis murmura dans le vieux calte, invoquant de vieilles bénédictions qui sonnaient comme des supplications. Le mur entourant la fresque noircie sur les bords, se recourbant comme un parchemin brûlé par les flammes. L'image se fissura en son centre, révélant non pas de la pierre mais du fer oxydé, humide, collant et non marqué par la rouille. Caïdis leva une main gantée et indiqua la direction à suivre. Nous avançâmes ensemble dans le couloir suivant, dont l'inclinaison était à peine perceptible. Il était plus étroit que n'importe quel plan de la forteresse. Au bout de 20 pas, nous avons réalisé que nous n'avions pas monté une marche, mais la sensation est restée. Nous avons grimpé dans la mémoire, pas dans l'espace. Mon chronomètre clignotait de façon erratique. Les chiffres clignotaient, puis disparaissaient. Tessis tapa 2 fois sur son casque, dégaina une lame et traça une marque dans le mur d'enceinte. Une incision profonde. Nous avons continué à marcher. 30 pas plus loin, nous nous sommes retournés et l'avons trouvé disparue. Il en a gravé une autre. Nous avons fait un pas. Elle disparut à nouveau. Nous nous sommes arrêtés. Tessis s'est agenouillé et a fermé les yeux. Il entra en transe. Ses lèvres ne disaient rien, mais elles bougeaient. Ou peut-être n'ont-elles pas bougé. Je ne saurais le dire. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ils étaient un plus vieux, pas fatigués, mais plus profonds, comme s'ils avaient regardé trop longtemps quelque chose qui refusait de cligner des yeux. Il n'y a pas de boucle spatiale, a-t-il dit. Sa voix tremblait, comme si elle avait été surprise par le son. Ce qui se répète, c'est l'état de connaissance. La voûte recycle la conscience. Ce n'est que lorsque nous essayons de nous souvenir de nos progrès que tout recommence. Nous avons absorbé ces paroles en silence. C'était vrai. Les murs se déplaçaient juste à côté de notre champ de vision, se recalibrant autour de nous. Chaque sens était tiré de la mémoire, et non du sol sous nos pieds. Caïdis nous appela à continuer. Ne vous interrogez pas sur le chemin. Ne cherchez pas de repères.
Nous avons obéi comme si le destin nous guidait. Le couloir finit par s'incurver brusquement vers la gauche. Une porte se dévoila, au bord lisse, non scellé. Silence. Il n'y avait pas de mur à cet endroit un instant auparavant. Nous avons pénétré dans une petite chambre en forme de dôme. Le seuil paraissait doux, et pourtant, en le franchissant, nous avions l'impression d'entrer dans la finalité. Au centre, une seule chaise. Elle n'est pas faite pour le confort. Il s'agissait plutôt d'un poste d'observation. Une silhouette solitaire y était assise, celle d'Astartes, dans une armure Mark IV immaculée, propre et non usée. La peinture bleue était décolorée d'une manière qui suggérait l'effacement et non la décomposition. Nous n'avons pas brandi d'armes. Aucun d'entre nous ne pensait que quelqu'un avait survécu à la violence ici. Nous nous sommes rapprochés dans le respect et l'effroi. Le gouvernail tournait lentement, les engrenages vrombissant dans des cliquetis doux. Nous n'avons pas parlé pendant que nous nous approchions. Les lentilles du casque brillaient d'une lueur rouge, bien qu'aucune source d'énergie n'ait été enregistrée dans nos relevés au spex. C'est alors que l'Astartes prend la parole. Ce n'était pas une voix de vox, pas de distorsion, rien de mécanique. Juste une faible vibration dans l'air, comme si vous entendiez votre nom chuchoté par votre propre ombre. T6 prononça instinctivement un rite d'identification. « Frère de la garde, avance et nomme-toi. » Il le dirigea vers le guerrier assis. La silhouette a levé un gantelet et a pointé derrière nous. Nous nous sommes retournés. Le mur que nous avions traversé s'était refermé silencieusement derrière nous. Pas scellé. Disparu, comme si l'air s'était refermé. Sur la surface la plus éloignée, une fresque se formait en temps réel. De la peinture fraîche, rouge et ferreuse, coulait sur la pierre, représentant 7 Astartes debout en cercle. La figure centrale, assise et sans visage, reflétait le guerrier devant nous dans ses mouvements et sa posture. Entouré, observé. Nous avons regardé la peinture se composer d'elle-même. Derrière la glaçure rouge, la conscience a refait surface. J'ai vu nos propres positions, notre armure, notre posture figée dans le pigment. La chair prenait forme dans la pierre qui semblait encore vivante. Agri s'avança et posa un gantelet sur le mur. La peinture s'est accrochée à son armure, sans s'étaler. Elle s'est transférée, comme si l'art se souvenait du contact avant qu'il ne se produise. Personne n'a repris la parole. Nous observions, contraints au silence. L'Astarte s'assit, leva son autre main et la posa sur son plastron. Un sifflement sortit de son armure et un panneau s'ouvrit. À l'intérieur, pas de chair, mais une bobine de fil noir, spiralée comme un écho piégé. Il restait immobile, mais sa signification était plus forte que n'importe quelle voix. T6 se retire. Caedis tendit le vox. Il n'y parvint pas. Pas de signal, pas de statique, pas de rejet, juste le vide. Nous nous sommes retournés sans instruction. Le guerrier assis est resté immobile. Le mur peint derrière lui est resté vivant. Les fresquistes ont regardé en arrière, des stars en conseil silencieux. La porte devant nous s'est rouverte sur un couloir qu'aucun d'entre nous ne reconnaissait. Nous avançons à nouveau, pas à pas, dans le couloir voilé. L'air avait un goût sec, comme du parchemin brûlé. Les murs se rétrécissaient, les doigts de pierre se rapprochaient. Le long des bords, des écritures en gothique flamboyant s'étalaient, les caractères refusant toute compréhension. Comme si chaque lettre se réarrangeait derrière notre vision. « J'ai déjà vu ce mot », murmura Agri. Il s'avança et traça un tourbillon. Il dit « J'ai déjà vu ça », les yeux fixés sur la courbe. « Où » Caedis répondit tranquillement. « Dans un rêve, mais pas le mien. Nous avons suivi, mais n'avons pas parlé. Même respirer n'était pas sûr ici. Nous sommes arrivés à une grande voûte, bordée de statues, chacune sculptée avec le visage d'un ultramarin. Pas n'importe lequel, mais le nôtre. Chacun d'entre nous.
des portraits en pierre, taillés dans l'albâtre, adoucis autour des oreilles et des joues. La même ligne de mon front, la même cicatrice légère gravée sur la pommette. J'ai voulu toucher, mais je ne l'ai pas fait. Kaedi se retourna face à sa statue et posa une main sur sa poitrine. Une chaleur pulsée traversa son gantelet. Cette chaleur intime le fit sursauter, mais il ne bougea pas. Un souffle s'est transformé en son. Pas de nous. D'entre les statues, un accord commença, un hymne impossible, pas avec la voix, pas avec la musique, la mémoire de la musique. Nous l'avons senti battre derrière nos tempes, presser nos os. J'ai eu l'impression que la voûte expirait autour de nous. Le faux ciel est revenu à la lumière du soir. Ni lumière du jour, ni lumière des étoiles. Juste une luminosité vide et changeante. Nous avons regardé vers le haut et le plafond s'est mis à tonner dans la mémoire, mais sans bouger. Tessis reprend la parole. Nous sommes dans l'écho de ce que nous avons fait. Kaedi s'acquiesce, mais ne fait aucun geste. Agri, les mains tremblantes, touche l'épaule de sa statue. « Suis-je sculpté dans une histoire qui se termine déjà ?» demande-t-il à la voix basse. La silhouette devant lui se déplaça subtilement. Un gantelet s'est levé vers le haut comme pour réconforter ou accuser. Nous n'avons pas bougé. Nous ne pouvions pas. Dans cette salle, entourée de reflets de nous-mêmes, l'hymne s'est élevé à nouveau. Il ne venait pas d'une chorale. Il venait de l'intérieur, de l'os pressé sous la pierre, un cœur de mémoire enfoui au cœur de la voûte. J'ai senti chaque pas que nous avions fait résonner dans mon âme. Chaque nom palpitait sous l'appel de la voûte. Chaque échec, chaque litanie incomplète, chaque murmure non maîtrisé. Puis l'hymne s'est intensifié, comme s'il nous appelait à le terminer. Un ordre à la limite de l'audible. Puis il s'est tu. À ce moment précis, les statues ont commencé à fondre. Non pas à cause de la chaleur, mais à cause du temps. S'érodant instantanément en poussière. Les visages s'effondrèrent. Les membres se sont transformés en moignons. La poussière tombait autour de nous, recouvrant nos bottes. Nous tremblions, non pas de froid, mais du poids de la connaissance. Nous avons quitté la chambre forte sans parler. Le couloir au-delà ne portait plus d'écriture. C'était de la pierre nue et bien taillée. Nous avions l'impression de quitter un sanctuaire et d'entrer dans un tombeau. Nous avons ralenti notre rythme, comme si nous sortions d'un souvenir pour entrer dans la lumière du soleil. Mais à l'extérieur, il n'y avait que de l'obscurité. L'hymne n'est parti de nulle part. Il a pris vie en résonnant déjà dans nos esprits. Pas audible, pas localisé, juste présent. Un son dont on se souvient sans jamais l'avoir entendu. Chaque note planait avec une révérence que je n'arrivais pas à situer, comme une prière qui avait survécu à trop de langues, à trop de vie. Nous étions entourés de représentations de nous-mêmes en pierre, non pas taillées dans le marbre, mais façonnées dans un matériau plus sombre, du basalte poli ou de l'obsidienne. Chaque figure était parfaite dans ses détails, jusqu'aux éraflures sur nos épaulettes et aux moindres dommages causés par la bataille. La statue de Caedis portait la fissure de son vent-bras d'un siège dont je savais qu'il n'avait jamais été enregistré. Le visage d'Agri était pétro-trisé par la même tension prudente qu'il arborait aujourd'hui. Tessis se déplaça parmi eux, sa main s'approchant de chacun d'entre eux, sans les toucher, seulement pour sentir les résidus de la pensée. Sa voix s'éleva sur le vox, feutrée, plus respectueuse qu'effrayée. Il a dit qu'il ne pouvait pas les lire clairement, que les échos dans la pierre étaient fragmentés, non pas effacés, mais écrasés par des couches de souvenirs non exprimés. Il s'arrêta près d'une statue, la sienne. Le visage était recouvert d'un masque. Pas un casque, pas une armure, mais un voile lisse de métal sculpté, vide et froid. Il a demandé si l'un d'entre nous voyait ses traits sous le masque. Aucun d'entre nous ne l'a vu. Au-delà des statues se trouvait une arche menant à une salle remplie d'une lumière bleue changeante, de la couleur des océans de Makradj
vus depuis l'orbite, scintillant comme de l'eau reflétant le feu. Nous sommes passés sous l'arche en formation. Au moment où nous l'avons franchie, le poids de la mémoire s'est épaissi. Pas de la nostalgie, quelque chose d'autre, la pression d'un souvenir erroné, comme si nous étions devenus des citations erronées de nous-mêmes. La chambre s'ouvre sur une vaste voûte, circulaire et animée de détails immobiles. Une fresque entourait le dôme, complexe et massive, mais chaque figure représentée était incomplète. Les bras se terminaient par des coups de pinceau, les visages planaient sans contour, les plaques d'armure se fondaient dans le brouillard, les couleurs chatoyaient faiblement, non pas dans la peinture, mais dans le souvenir, comme si la mémoire elle-même était le médium. J'ai cherché le contexte. J'ai vu des batailles qui auraient pu avoir lieu, des rituels accomplis sous un ciel étranger, des moments de gloire qu'aucune chronique du chapitre n'avait enregistrés. Et toujours au centre des images, une silhouette enveloppée des couleurs d'ultramar mais floue sur les bords, comme quelque chose qui n'est pas encore né ou qui a été oublié depuis longtemps. Chaque peinture murale avait cette figure quelque part, jamais face à nous, jamais clairement. Agri fit un geste vers la base du dôme. Une longue estrade basse s'étendait vers l'extérieur, contenant un seul objet, une bobine d'archivum. Son boîtier était immaculé, garni de bronze gravé dans des dialectes terriens bien plus anciens que le codex. Caedis s'approcha, s'agenouillant légèrement, non par déférence, mais par souci d'étalonnage. Il connecta une ligne relais depuis sa vambraque, et l'appareil s'anima sans bruit. La projection qui s'éleva au-dessus de lui n'était ni des mots, ni des données. C'était un souvenir. Une voix remplit nos barreaux, masculine, forte, coupée comme une voix de chant de bataille, mais fausse d'une manière que je ne saurais décrire. Elle a commencé à réciter des noms, des désignations, des positions. Elle a énuméré les ultramarines. La plupart étaient inconnus, mais morts. D'autres n'avaient jamais existé ou avaient été effacés des archives. Un nom se répétait. T6. Nous nous sommes tournés vers lui. Il n'avait pas bougé. Sa posture était rigide, la mâchoire serrée sous son casque. Il n'admettait rien, mais je pouvais entendre sa respiration ralentir. La bobine répéta le nom, changeant à chaque fois légèrement de ton, comme si elle essayait différentes inflexions. La peinture murale au-dessus de nous s'est alors modifiée. Ses parties inférieures ont été remplies. Les éléments manquants ont été résolus. Les scènes nous représentent maintenant, ici, maintenant. Chacun de nous rendu en temps réel, figé dans des postures que nous n'avions pas encore prises, debout dans des positions que nous n'avions pas encore atteintes. Caedis s'éloigna de la bobine. Celle-ci réagit comme si elle lui était insultée, s'assombrissant légèrement avant de se taire. T6 se dirigea vers la fresque. Il leva son bâton, mais aucun pouvoir ne scintilla à son extrémité. Il dit quelque chose dans une langue que je ne l'avais jamais entendu utiliser, ni en fenrisien, ni en haut gothique, quelque chose de plus profond. La fresque répondit. Il a saigné, pas en termes de couleur, en clarté. L'image s'est brouillée, s'est vidée d'elle-même, et redevenue le doux brouillard qu'elle affichait auparavant. De derrière la fresque, le son est revenu, une longue inspiration. Le même souffle que nous avions entendu lorsque la porte de la chambre forte s'était refermée. Cette fois-ci, il ne s'est pas estompé. Nous nous sommes tournés vers l'arche, mais la porte n'existait plus. Seul un mur subsistait, portant un relief que nous n'avions pas remarqué plus tôt. Il montrait la forteresse d'Héra, vue d'en haut, mais déformée, comme si le temps avait déformé ses flèches. Une aile de la forteresse était submergée par la pierre, comme si elle était tombée dans la montagne elle-même. T6 parla alors, non pas à travers le vox, mais à voix haute. Ce n'est pas un lieu de secret. C'est une chambre forte pour les oubliés. Non pas pour préserver, mais pour égarer. Caedis l'a regardé avec insistance. « Comment le savez-vous » T6 hésite. Pour la première fois, sa voix tremble.
parce que je suis venu ici une fois. Nous n'avons pas bougé, pas pendant 1 minute entière. Le poids de cette déclaration s'est installé dans notre armure comme une gravité croissante. Il a poursuivi, pas dans cette vie, mais mes rêves se terminent toujours dans ce hall. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je pensais que c'était un vestige de la bataille, un écho psychique d'un déploiement sur le terrain. Mais je m'en souviens maintenant. Caïdis lui demanda ce dont il se souvenait encore. Tessis répondit lentement. Je me suis tenu ici, j'ai vu ma propre statue, mais je n'étais pas Tessis à l'époque. Nous l'avons encerclé, mais pas par méfiance. Il n'y avait pas de menace, seulement une clarté qui s'effondre. Un bourdonnement sourd commença à s'élever des murs. Le même ton que l'hymne original, mais altéré, brisé par intervalles. L'éclairage changea. Les peintures murales cessèrent de vaciller. Leurs images sont désormais verrouillées. Je me suis tourné vers le tableau qui m'avait déjà montré. Il montrait maintenant une scène de mon enfance, ma cohorte d'entraînement, mon ancien maître d'exercice. Il souriait. « C'est impossible !» La voûte a légèrement tremblé. Pas physiquement, pas visuellement. Le miroitement est venu à travers le sens de soi. Je me sentais là, et je me sentais aussi à 2 pas. Et je savais que l'une de ces versions était morte pendant la première guerre tyrannique. Monsieur Agris a demandé s'il s'agissait d'une réécriture. Tessis a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de mémoire. La distinction était importante, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Caïdis a donné un dernier ordre. Il a dit que nous trouverions la source, pas pour détruire, juste pour comprendre. La chambre forte ne nous a pas rejetés, elle nous a enregistrés. Nous devenions une partie de la structure. Les peintures murales ne reflètent plus le mythe. Elles montraient une mémoire qui se repliait sur elle-même, s'effondrait jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des suggestions. Nous avons avancé vers une nouvelle salle. Elle n'était pas là quelques instants auparavant. L'air était plus chaud maintenant, plus épais avec la reconnaissance. Et bien que personne ne l'ait dit, nous partagions tous la même certitude. Cette chambre forte n'a jamais été construite pour contenir quelque chose de dangereux. Il a été construit pour contenir le souvenir. Et il se souvenait de nous maintenant. Le couloir descendait, non pas par la pente, mais par le poids. Chaque pas semblait plus lourd, comme si l'acte même de descendre tirait non seulement nos corps, mais aussi nos souvenirs derrière nous. Il n'y avait plus de mur, mais seulement l'impression qu'il y en avait. Les bords de notre vision s'adoucissaient. Auspex ne montrait aucune limite, mais aucun de nous ne s'éloignait du chemin. Quelque chose dans l'air nous retenait, non pas par la pression ou le commandement, mais par l'implication. Nous avons suivi parce que nous étions déjà censés le faire. Personne n'a parlé. Le silence n'était pas un choix tactique. C'était une langue parlée ici. Nos vox feeds sont restés connectés, mais aucune voix n'a émergé. Nous savions tous ce que les autres pensaient, mais nous ne savions pas comment les partager. Une lumière est apparue devant lui. D'abord faible, elle est d'une teinte vert or. Elle ne provenait pas d'un lumen, mais d'une mémoire qui avait été laissée en marche trop longtemps. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre suivante, nos bottes ont franchi un seuil qui n'existait pas quelques instants auparavant. La lumière s'est ajustée, sans s'éclaircir, mais en reconnaissant une présence. Une bibliothèque s'étendait vers l'extérieur. Livres, bobines, des tablettes en alliage d'ardoises de données, mais aucune ne portait la marque du chapitre. Pas d'Aquila impérial, aucun sigle de l'actrésienne. L'air bourdonnait faiblement, comme des milliers de chuchotements à peine audibles. La pièce était circulaire, divisée par des étagères concentriques, chacune contenant des connaissances empilées qui semblaient à moitié interdites. L'étagère la plus éloignée contenait des textes en gothique. Les étagères intérieures s'assombrissaient en contenu et en matériel, changeant à la fois de support et de message. Au dernier cercle, près du cœur de la chambre, les pages n'étaient plus des pages.
c'était de la peau. Agri se dirigea vers l'anneau intérieur. Ses doigts s'arrêtèrent au-dessus d'un des tomes, non par peur mais par confusion. Il a demandé si quelqu'un d'autre pouvait l'entendre, non pas parler, a-t-il dit, mais se souvenir. Je me suis approché. Mon esprit s'est rempli d'images de mon noviciat. J'ai vu mon ancien sergent, celui qui était mort à Corus Reach. Sa voix m'a répété comment viser pendant la descente de la planète. Ce n'était pas une hallucination, un enregistrement. Ma propre mémoire, mais rejouée par quelque chose d'extérieur à moi. Tessis a dit que la bibliothèque n'avait pas été construite pour le savoir. Elle avait été construite pour désapprendre. Chaque étagère était une mesure de l'oubli. Chaque volume, un souvenir enlevé. C'est beaucoup que cette bibliothèque stocké, pour ne pas perturber celui qui l'avait vécu. L'air se réchauffait au fur et à mesure que l'on s'enfonçait, non par la chaleur, mais par la familiarité. Caïdis passa devant un texte en forme de lame de réducteur. Lorsqu'il le regarda, les optiques de son casque s'allumèrent pendant une demi-seconde. Il tendit la main pour le toucher. Elle disparut avant que son gantelet n'entre en contact avec elle. Le sol sous nos pieds s'est mis à onduler. Pas littéralement. Il se déplaçait comme si la réalité elle-même était corrigée. Un faux souvenir était effacé. Une couche était épluchée. L'estrade centrale s'illumina d'une douce teinte bleue. Un seul trône en émergeait. Pas royal, fonctionnel. Façonné pour une structure transhumaine, usé dans ses angles et fissuré dans son accoudoir. Un autre Astartés y était assis, immobile et serein. Il ne portait pas d'héraldique. Son armure n'avait pas d'éclat, aucun symbole, pas d'allégeance. Il nous a regardés. Seul Caïdis s'est avancé. « Identifiez-vous », a-t-il dit, non pas comme un défi, mais comme un rituel. Le guerrier assis ne répondit pas. Au lieu de cela, une fine lumière apparut derrière ses yeux. Elle clignota une fois et projeta une image dans l'espace autour de lui. L'image était celle de Macrage. Mais qu'est pas telle que nous la connaissions. La forteresse d'Héra était incomplète, ses créneaux plus jeunes, plus brutaux. Les flèches étaient plus courtes, les bannières moins familières. Et là où auraient dû se trouver les sigles de nos chapitres, il n'y avait que de la pierre vierge. Nous avons regardé le temps passer rapidement sur la projection. Des bannières se sont levées et sont tombées. Des statues sont apparues et ont été détruites. Des noms ont été inscrits et effacés. Mais chaque cycle se terminait de la même manière, par le silence. La forteresse s'assombrit. Les étoiles s'éteignirent. Les voûtes sous la forteresse se sont refermées. Puis, sans voix, la projection est passée à un autre souvenir. Une personne que nous n'avions jamais vue, mais que nous avons tous reconnue. Il a montré chacun d'entre nous, isolé, pas en tant que guerrier, mais en tant qu'initié. Seul, froid, agenouillé dans des chapelles devant des armures qui ne nous avaient pas encore été attribuées. Elle a montré les moments que nous avons oubliés, ceux qui ont précédé l'ascension, ceux que l'hypnodoctrinement a enterrés. Nous avons vu la peur que nous n'étions pas autorisés à admettre. Nous nous sommes vus pleurer. Pas de chagrin, de méconnaissance. Tessis tomba à genoux. Il respire difficilement. C'est en train de les faire sortir, a-t-il marmonné. Caïdis se tient debout. Non, répond-il, calme mais inébranlable. C'est les offrir en retour. Le personnage assis a levé la main. Les vox de nos gouvernails se sont multipliés. Non pas des canaux de commandement, mais des fragments liturgiques longtemps éloignés de la pratique du chapitre. Je ne reconnaissais aucun des mots, mais je les comprenais. Il s'agissait de doctrine. Doctrine de l'oubli. Des passages sur la façon de se débarrasser de la mémoire. Comment enterrer la culpabilité sous l'honneur. Comment transformer le doute en silence. Chaque ligne était un couteau utilisé pour tailler l'âme, ne laissant derrière elle que l'obéissance.
La bibliothèque n'a pas été construite pour conserver ce qui avait été appris. Elle a été construite pour conserver ce qui ne devait pas être mémorisé. Agri se détacha du groupe et s'approcha du trône. La figure assise tourna son regard vers lui et, pendant une seconde, tout bascula dans la pièce. Je ne veux pas dire physiquement. Je veux dire que la mémoire elle-même s'est pliée, comme une tour qui se replie vers l'intérieur. J'ai vu Agris sur un champ de bataille dont j'ignorais l'existence, son corps brisé, appelant à l'aide. Ses frères sont passés devant lui, non pas parce qu'ils l'avaient laissé tomber, mais parce qu'ils avaient reçu l'ordre d'oublier sa présence. Il a crié et s'est mis à genoux. L'image a disparu. Le guerrier assis reste immobile. Caïdis se tourne vers nous. Nous avons été envoyés pour examiner la chambre forte. Pas ce qu'il contenait, mais pourquoi il était scellé. Nous pensions que c'était à cause du danger. C'était une erreur. Tessis a répondu sans lever les yeux. Ce n'était pas un danger qu'il fallait contenir. C'était nous, termine Caïdis. Nous avons regardé le trône. La vérité n'a pas rugi. Il ne s'est pas transformé en révélation. Il n'attend que d'être compris. Et nous commencions à le faire. Nous sommes descendus plus profondément que nous n'aurions dû. L'architecture de la voûte défie la cartographie. Les salles droites s'incurvaient. Les escaliers se transformaient en rampes. Les relevés de nos armures étaient contradictoires, les gyroscopes perdant leur orientation. Alors même que nos bottes s'appuyaient sur quelque chose de solide. Aucune alarme n'a retenti, aucune défaillance n'a été enregistrée, mais la direction est devenue une idée, pas une certitude. Tessis disait que l'endroit avait la forme d'une mémoire et non d'une matière. Et si c'était vrai, nous marchions à l'intérieur d'une pensée, enfouie depuis longtemps, mais toujours consciente. Devant lui, la lumière s'est rassemblée avec détermination. Contrairement à ce qui s'était passé auparavant, cette lueur ne pulsait pas et ne vacillait pas. Elle était simplement une présence maintenue en équilibre, suspendue au-dessus d'une chambre qui attendait avec trop d'immobilité. Ce n'était pas calme. Elle était arrêtée. La pièce était assez plus large que toutes celles que nous avons traversées. Pas de plafond, pas de mur défini. Seulement cette brume bleu-or, statique et sans fin. En son centre se tenait un appareil, à la fois horloge, trône et reliquaire. Sa forme résistait à la logique. Les engrenages tournaient à vide. Des pendules se balançaient dans des directions qui n'avaient pas d'ancrage. Les chiffres d'ultramar étaient gravés sur ses membres, mais ils étaient tordus comme s'ils avaient été écrits à l'envers, à demi souvenus d'un âge où même Robout ne les prononçait pas à voix haute. Caïdis se dirigea vers le périmètre. Sa lame était toujours au fourreau, mais ses doigts se recourbaient comme s'il se souvenait de la guerre. Agris scruta la brume environnante. Il n'y avait rien. Pas de cible, pas de mécanisme, pas de menace. Seulement une désorientation en couches comme de la vapeur, trop fine pour être combattue, trop épaisse pour être ignorée. Tessis s'est approché de l'appareil. Il s'est arrêté à l'un de ses bras, une fixation en laiton en forme de lame de mémoire. Il n'y toucha pas. Sa voix rompit le silence. « Ce n'est pas une machine », a-t-il déclaré. « C'est une erreur de mémoire. Ingénierie. » Il a tracé un glyphe avec son doigt dans l'air, pas à la surface. Il puise dans ce qui a été oublié, mais pas effacé. Elle réorganise les événements. Pas de voyage dans le temps. Pas de tour de passe-passe. Juste une mémoire sélective, construite avec précision. Caïdis demande ce que cela signifie. Cela signifie que cet endroit n'enregistre pas l'histoire. Il décide quelles parties doivent se sentir vraies. Aucun d'entre nous n'a parlé pendant un certain temps. Nous nous sommes contentés de regarder. La machine a continué à tourner, non pas en boucle, mais en décision. Chaque clic de sa structure rotative nous tirait subtilement de côté, non pas en termes d'emplacement, mais de perception. Ce n'est pas la pièce qui a changé, c'est la personne que nous pensions être à l'intérieur. Un à un, les panneaux ont émergé le long du sol.
Pas avec un mouvement mécanique, juste une lente acceptation du fait qu'ils ont toujours été là. Chacun portait un sigle. Aucun ne correspondait. Ils ne provenaient pas de campagnes connues ou de tableaux d'honneur. Certains portaient des écritures pré-impériales, d'autres des formes que nous ne reconnaissions que dans des rêves oubliés. Un panneau affichait mon nom. Une autre montrait celle de Tessis, mais modifiée, Tessiax, un mot qui résonnait comme une cicatrice. Agri vit un sceau qui ressemblait au sien, bien que le grade qui y était attaché était plus élevé que tous ceux qui l'avaient occupé. Capitaine d'une compagnie qui n'existait plus, combattant dans une guerre qui n'avait jamais eu lieu. Nous nous sommes tenus au-dessus de ces noms et avons senti la salle se refermer doucement, non pas avec force, mais avec familiarité. Elle nous reconnaissait, non pas tels que nous étions, mais tels que nous aurions pu être. Cette chambre forte ne contenait pas d'artefacts. Elle abritait des identités dont l'existence était niée. La machine a de nouveau cliqué, et l'air se fendit, non pas de lumière, non pas de son, mais de clarté. Un nouveau personnage se tient dans la chambre. Il n'est pas arrivé. Il a toujours été là, mais il n'est plus caché. Il portait notre armure, ou une version de celle-ci, ancienne, d'une conception antérieure à l'hérésie. Son héraldique avait été enlevée, pas grattée, pas défigurée, oubliée. L'individu ne portait aucune arme. Pourtant, personne ne s'approcha. Tessis s'avança d'un pas lent et régulier. Il croisa le regard de la silhouette, bien qu'elle ne portât ni casque, ni visage. Ce n'est qu'un reflet. Celui qui se tenait là ressemblait trait pour trait à Tessis, mais plus âgé. Pas d'âge, porté. Caedis reprit son souffle, prêt à parler, mais Tessis leva la main, non pas pour le faire taire, mais pour reconnaître qu'aucune explication n'était nécessaire. Il tendit la main, non pas pour toucher, mais pour se souvenir. Le personnage a fait de même, puis il a disparu. Pas d'effondrement, pas de lumière, juste une disparition. À sa place, il restait un glyphe, gravé dans l'air lui-même. Pas flottant, pas projeté, présent. Elle portait un mot que nous ne pouvions pas lire, mais que nous comprenions. Jugement. Tessis tombe à genoux, non pas de douleur, mais de souvenir. J'ai été effacé, a-t-il murmuré. Pas tué, juste, non écrit. Il n'a pas donné plus d'explications. Nous n'avons pas demandé. La machine a de nouveau fait tic-tac. Aujourd'hui, le pendule s'est arrêté. Et la salle s'est remplie d'images. Pas des visions, mais des corrections. Le premier déploiement d'Agris, que l'on croyait être sa première marque d'honneur, s'est déroulé différemment. Son escouade n'a pas péri au combat, mais au cours d'un procès. Caedis se tenait aux côtés de Guilliman, non pas en tant que commandant, mais en tant que porteur de jugement, prêtant serment d'oublier des compagnies entières pour cause d'échec doctrinal. Je me suis vu debout lors d'une cérémonie, mais personne ne connaissait mon nom. Nous avons chacun regardé des vérités qui avaient été nettoyées pour des raisons de cohésion. La chambre forte ne se contente pas de conserver la mémoire. Elle a enterré ce qui ne servait pas. C'était la fonction de cette pièce. La chambre n'a pas de temps à perdre. Parce qu'ici, le temps n'a jamais été réel. La seule conséquence a été la suivante. La machine commence à s'enrouler vers l'arrière. Lentement. Chaque rotation a fait disparaître quelque chose de nos esprits. Nous n'avons pas pu l'arrêter, cria Tessis. Il activa son enveloppe psychique, inondant l'espace d'une lumière nulle. Le moteur s'est figé. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons senti le poids qu'on avait fait peser sur nos esprits. Des souvenirs que nous n'avions jamais faits, mais que nous croyions pourtant. Nous en avions trop vu, et nous nous sommes souvenus de plus que ce que nous avions gagné. Caedis s'est retourné. « Mettez-y fin », a-t-il dit. Tessis lève son bâton. Une dernière impulsion de lumière nulle jaillit vers l'extérieur. Le moteur hurle, non pas par le son, mais par la pensée.
Tous les panneaux sont devenus vides. La brume s'est dissipée. Et une fois de plus, la pièce est devenue de la pierre. Inachevée, incertaine. Nous n'avons pas parlé. Nous ne l'enregistrerions pas. Même notre semence génétique n'a pas pu le supporter. Pourtant, lorsque nous sommes sortis de la chambre, une pensée a habité chacun d'entre nous. Cette voûte n'avait pas trompé. Elle a simplement préservé le droit de choisir ce qui doit être vrai. Et maintenant, il se souvient de nous parce que nous nous sommes souvenus de lui. Nous nous sommes relevés lentement, un pied après l'autre, non pas à cause d'une blessure ou de la fatigue, mais parce que nous ne savions pas comment avancer quand rien ne pouvait être placé derrière nous. La voûte avait cessé de résonner. Ce n'était pas dû au silence. C'était quelque chose de plus subtil, le genre de silence qui suit une décision. Une décision qui ne peut être exprimée, mais qui reste suspendue dans l'espace entre les noms. Les couloirs s'étaient rétrécis pendant notre descente, mais ils semblaient maintenant plus larges, même si nous savions que nous n'avions pas changé d'étage ou de direction. L'architecture se déplaçait au gré de nos pensées. Elle bougeait doucement lorsque nous osions nous en souvenir. T6 dirigeait sans mots ni gestes. Ses pas étaient mesurés, non par le rythme, mais par la signification. Je le suivais de près et, à cet instant, je n'aurais pu dire si nous avions arpenté ces mêmes couloirs il y a des heures ou des jours. Agri murmurait derrière moi, répétant un passage en haut gothique que je ne lui avais jamais entendu prononcer, quelque chose à propos du fardeau dans l'immobilité. Caïdis se mit à l'arrière, non pas avec vigilance mais avec solennité, comme s'il gardait quelque chose de déjà passé. La chambre extérieure nous a accueillis non pas comme une pièce, mais comme un reflet. Ces pierres semblaient pâles là où elles étaient sombrées, ces supports trop droits, presque prudents dans leur conception. Là où la statue du primarque se dressait avec un éternel défi, il ne restait plus qu'un socle. Il n'était ni endommagé, ni renversé, mais absent. Le sol ne portait aucune égratignure, aucun déplacement. Aucun résidu ne s'accrochait à la surface du piédestal. Il n'était pas souillé, il avait été détaché. Nous avons fait le tour de l'endroit sans nous mettre d'accord. Chacun voulait le voir sous un angle différent, comme si le passé pouvait projeter une ombre s'il était regardé de manière suffisamment oblique. La voûte avait commencé à se retirer de nous, non pas physiquement, mais consciemment. Ce qu'il avait montré, ce qu'il avait tenté de rendre, n'était plus offert. Elle avait achevé ce qu'elle voulait, bien qu'aucun d'entre nous n'ait encore pu dire quel était ce but. Nous nous sommes dirigés vers le sceau extérieur, nos mouvements résonnant faiblement. Le son n'atteignait pas les bords du couloir. Aucune résonance ne subsistait. Les vox-hommes se sentaient plus minces qu'avant. Nos combinaisons fonctionnaient toujours, le blindage n'ayant pas été endommagé par le temps ou la guerre, mais quelque chose sous la céramide semblait altéré. Pas de corruption, pas de défaut, juste un réalignement. Mes systèmes internes affichaient tous les relevés standards, mais chaque valeur semblait avoir été empruntée à une autre version de moi, une version qui existait encore dans une autre conception de l'histoire. La dernière porte est ouverte. Nous l'avions scellée derrière nous. Maintenant, il attendait, sans aucun son de libération, sans aucun bruit mécanique, pour saluer notre retour. Il n'y avait que cette fine lumière bleue, la même qui nous avait guidés vers le bas et qui murmurait à travers chaque surface que nous avions traversée. Au-delà de la porte, le vent de la montagne s'est levé. L'air nous a touchés non pas avec soulagement mais avec interrogation, comme s'il ne nous avait jamais sentis auparavant. Le ciel était le même, les nuages voilant les étoiles d'une fine brume, mais je luttais pour me souvenir de l'apparence qu'elles avaient eue un jour auparavant. Nous avons franchi le seuil en tant qu'unité. Aucun mot n'a été prononcé, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que le langage était devenu trop grossier pour ce qui occupait désormais nos esprits.
Nous sommes déjà montés à bord du vaisseau de combat Stormraven qui nous attendait. Sa coque ronronnait, ses systèmes obéissaient. Il n'y avait pas d'équipage à l'intérieur. Aucun ordre n'était requis. Il savait qu'il fallait attendre. Que ce soit par programmation ou par mémoire, il comprenait. Une fois à l'intérieur, les écoutilles se sont refermées. Les lumières internes s'atténuent, s'ajustent, puis se maintiennent. Caedis activa manuellement le plan de vol. Il ne demanda pas le soutien de l'orbite. Pas de ping astropathique. Aucun journal Vox n'a été transmis. Il n'y aurait aucune trace de l'extraction. Les journaux de bord indiqueraient l'entrée. Rien de plus. Nous nous sommes soulevés et la forteresse d'Hera s'est effondrée sous nos pieds. J'ai observé les strates de roches et de ciel qui s'élevaient. La montagne s'est repliée derrière elle et avec elle, l'entrée de la voûte a disparu. Pas cachée, disparue, comme si elle n'avait jamais existé dans les côtes de la montagne. J'ai regardé jusqu'à ce que la brume rende tous les détails inutiles. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai laissé retomber ma tête. Tessis était assis en face de moi. Son regard n'avait pas changé depuis notre embarquement. Son bâton était posé contre sa poitrine, pulsant faiblement. Les runes autrefois gravées si clairement sur son manche semblaient maintenant incertaines. Les lignes n'étaient pas effacées, mais adoucies, comme un texte pressé trop souvent sur du parchemin. Il cligna des yeux et regarda vers la porte de la cloison. Je savais ce qu'il cherchait. Ce n'était pas une fuite. C'était l'ancrage. Agri rompit l'immobilité en émettant un son, pas un mot, mais un souffle entre la réalisation et le refus. Il leva la main et tapota l'un des seaux de l'armure à son cou. L'autosuture s'enflamma, puis il s'arrêta. Son expression n'était pas celle de la douleur. Il s'agissait d'une prise de conscience. « Je connais un nom », dit-il, la voix basse, à peine plus qu'un bruissement. Nous avons attendu. Il l'a dit. Aucun d'entre nous ne l'a reconnu. Pas dans les dossiers, pas dans les campagnes, pas dans nos vies. Pourtant, elle sonnait juste. Caedis l'a répété, non pas pour l'affirmer, mais pour tester comment il sonnait dans une autre voix. Je l'ai murmuré une fois sous ma respiration. J'ai eu l'impression de respirer dans les poumons de quelqu'un d'autre. Tessis secoue lentement la tête. Je ne pense pas que ce soit à nous de nous en souvenir. Personne ne s'y oppose. Le Stormraven est passé de l'atmo au vide. Toujours pas de signal, toujours pas de rapport. Aucun mot n'a été envoyé au commandement de Macrage, et aucun n'est venu à notre rencontre. Lorsque le vaisseau s'est amarré à la plateforme orbitale, le hangar nous a accueillis sans poser de questions. Les serviteurs ont ouvert la porte. Aucune question n'a été posée. Lorsque nous avons posé le pied sur le portique d'acier, j'ai jeté un coup d'œil sur les marques de la coque. Elles brillaient légèrement sous les lampes à arc, mais il manquait quelque chose. Le numéro de désignation a disparu. La peinture n'a pas été nettoyée. Il ne portait tout simplement plus d'identifiant. Ce n'était plus le navire sur lequel nous avions embarqué. Les couloirs de la plateforme sont silencieux. Les prêtres techniciens vaquaient à leurs occupations. Les équipes de pont poursuivaient leurs exercices de ravitaillement. Personne ne nous a arrêtés. Pas de salut. Pas d'enregistrement. C'est comme si nous n'étions jamais partis. Ou, peut-être, n'était-il jamais revenu. Je suis retourné dans ma cellule au Reclusium quelques heures plus tard. Aucune convocation n'est attendue. Pas de débriefing. Aucune mention de ce que nous avons découvert. J'ai ouvert mon Vogue journal scellé. Il contenait encore des entrées antérieures. Les dates étaient alignées, tâches classées, rapport terminé. Mais lorsque j'ai recherché l'ordre de mission, invocation de la chambre forte 9 Gamma, aucun fichier n'existait. J'ai vérifié les registres de mon armure. Les schémas de mouvement sont restés les mêmes. Mais les marqueurs de localisation ont disparu. J'ai enlevé la barre. Son écran intérieur a clignoté une fois. Elle s'est ensuite stabilisée. Au bord de l'écran, un glyphe est apparu.
Ce n'était pas un ultramarien, pas Mécanicum. Une seule ligne, courbée en une spirale descendante, comme une empreinte digitale pressée trop fort dans la pierre. Je n'y ai pas touché. Cette nuit-là, j'ai encore rêvé de la chambre forte. Mais je n'étais pas à l'intérieur. J'étais en dessous, en regardant la pierre. Et j'entendais des voix murmurer, non pas des mots, mais une structure. Ils étaient en train de façonner quelque chose. Pas des mensonges, pas la doctrine, mais des décisions. Lorsque je me suis réveillé, le nom prononcé par Agris résonnait encore derrière mes yeux. J'ai essayé de l'écrire. Ma main ne voulait pas terminer les lettres. J'ai essayé de le répéter à voix haute. L'air résiste. Pas violemment. Juste un refus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai parcouru la forteresse à de nombreuses reprises. Dans la chapelle du souvenir, j'ai trouvé une nouvelle bannière, ancienne, en lambeaux, mais que je n'avais jamais vue auparavant. Le nom cousu en dessous m'était familier, mais ce n'était pas le nôtre. Je me suis agenouillé, puis je me suis levé, et lorsque je me suis éloigné, la bannière a disparu. Pas de son, pas de décalage, seulement parti. Les semaines ont passé, puis des mois. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, troubles de la mémoire, pas la mienne. Autres, de jeunes recrues oubliant les serments qu'elles ont prêtés le matin même. Des sergents-chefs qui trébuchent sur des noms de campagne usés depuis longtemps, sur leur armure. Un bibliothécaire s'est arrêté à mi-parcours, incertain que la phrase qu'il a prononcée ait jamais existé. Lorsque j'ai posé la question à Tessis, il s'est contenté de dire ceci. Il a recommencé à regarder. Je n'ai pas demandé quoi. Il n'aurait pas répondu. Je me souviens encore de la chambre forte. En grande partie. Pas tous. Jamais tous. Et c'est ce qui l'a fait vivre. Pas la connaissance, pas la peur, mais des fragments. Parce que la mémoire n'est pas une arme. C'est un miroir. Et quand le miroir commence à nous regarder en retour, nous oublions qui est vraiment reflété.